Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On reste en France ce matin car je vous emmène dans votre bureau de tabac qui est en passe de remplacer votre trésorerie. Et oui, depuis hier, le tabac est aussi le lieu où les Français pourront payer une grande partie de leurs factures. Cantine, crèche, mais aussi taxes d'habitation et impôts et en espèces jusqu'à 300 €. Ce service s'adresse à tous ceux qui ne disposent pas de compte bancaire en France ou n'ont pas accès à Internet. Et cela concerne donc 500 000 personnes en France. Au total, 2 millions de factures pourront être réglées par ce biais. L'État s'adapte à tous, main dans la main, avec les 5100 bureaux de tabac qui jouent le jeu. Et au passage, se diversifient intelligemment puisque leur vente baisse et crée du lien social. Les tabacs ont été préférés, sachez-le, à la Poste qui était également candidate. Merci beaucoup à Iris Vinquer qui a illustré mon propos ce matin. Jonathan Hanot, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'entreprise Dodo. Dodo comprend les marques Dodo, Anne de Solène et Drouot. On va donc parler oreiller, couette et surtout Made in France avec vous. Vous êtes propriétaire de 4 sites industriels en France. Votre capacité de production, c'est à peu près 30 000 oreillers et 25 000 couettes par jour, ce qui est considérable. 750 salariés en France. Est-ce qu'on vend des couettes et des oreillers en période de crise ? On en vend. On en vend. Le secteur de la maison est un des secteurs qui a le mieux tenu, ou qui a mieux repris après le confinement. Les gens sont restés chez eux très longtemps. Ils ont eu le temps de constater que leur literie n'était plus bonne. Ah oui. Était à changer. Donc on constate quand même. Donc vous avez constaté qu'ils avaient beaucoup envie de changer leur literie, leur couette et leurs oreillers. Oui. Oui, mathématiquement. Il y a eu une relance pour se sentir bien à la reprise, au déconfinement. Et ce sont des produits qui se vendent plutôt bien sur le digital. Donc même pendant le confinement, on a vu des gens qui, passant la journée dans leur lit, ont voulu recommander. Donc ça veut dire que vous avez eu un impact qui se chiffre à combien de baisse de chiffre d'affaires à peu près pendant le confinement ? Alors, pendant le confinement, on a eu quand même une baisse très forte parce que la plupart de nos clients étaient fermés, donc de l'ordre de 70% de baisse. Par contre, on a très vite réagi puisqu'on a transformé nos outils de production en outils de production pour masques. Ouais. Et donc, dans 3 unités de production du groupe, on a produit des masques jusqu'à 90 000 masques par semaine. Donc, on a été plutôt rapide sur la mise en œuvre, mais aussi sur la productivité, qui était un enjeu majeur. Donc, de transformer les tissus qu'on utilisait pour nos couettes et nos oreillers, former nos couturières pour aller très vite sur cette production. Et on est allé jusqu'à 1 demi-million de masques produits. Ah, bravo. C'était vendu, parce qu'après, il y a eu un peu la surproduction à un moment d'une certaine typologie de masques. Je sais que beaucoup ont eu des soucis avec leur surstock. Voilà. On n'a produit qu'à la commande et ça s'est très bien passé. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on a été extrêmement prudent. On a investi dans des machines très rapidement pour monter en capacité de production, mais on a produit ce qu'on nous commandait. Okay. Ça a été un élément de motivation, j'imagine, pour vos salariés ? Tout à fait. C'était très compliqué de convaincre les salariés de rester sur site. On a mis toutes les mesures en œuvre et on a travaillé avec la médecine du travail. Donc vous n'avez pas fermé vos usines pendant le... Certaines usines n'ont pas du tout fermé, mais on peut dire qu'on a eu quand même pendant 3 semaines la plupart de nos outils de production fermés. Par contre, on a redémarré pour produire les masques, après avoir sécurisé les salariés. Et le fait de revenir pour produire des masques, c'est certain, ça les a motivés beaucoup plus que pour une production classique. Ils se sont sentis concernés par un effort global vis-à-vis du pays. Vous parliez de l'offre digitale dans le secteur, les pure players, c'est un des acteurs qui vient un peu vous mordre le mollet, ou bien comment est-ce que ça se passe ? Ce sont nos clients. Donc non, au contraire, on est très diversifié en canaux de distribution. Okay. On sert aussi bien les hypermarchés qui, eux, étaient ouverts pendant la crise, qui ont eu un afflux assez important de trafic. On a eu les hôtels qui, eux, étaient fermés. On a les vendeurs de literie qui étaient fermés également. Mais on a toute la partie digitale avec des très gros pure players, mais aussi des clients qui ont des magasins à la base, mais qui ont su développer leur site internet. Ok, donc les pure players, c'est des partenaires, parce qu'ils arrivent tout doucement avec des produits propres et des baisses de coûts. Est-ce que vous arrivez à garder votre produit comme un produit phare dans ce type
de canaux de distribution? Alors, on a parlé de nos marques, nos marques principales qui sont Dodo, avec un très fort taux de notoriété, et une marque démocratique, Drouot, qui est plutôt la marque premium haut de gamme, et Anne de Solem est également une marque haut de gamme. Mais on a tout un pan de l'activité qui est de la production de marques pour nos distributeurs, marque blanche. C'est une grosse partie de ce qui fait tourner nos usines. Quelle partie de votre chiffre d'affaires à peu près? C'est, on va dire, 30% de l'activité, donc ça reste très important. Christian, vous nous parlez d'une entreprise que vous avez largement relayée dans les médias via votre agence. C'est un petit peu le Tinder du déchet, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, c'est une entreprise qui a été créée par Olivier Gambari et Pierre Beuret. En fait, le principe d'Inex Circular, le problème auquel ils veulent répondre, c'est qu'il y a énormément d'entreprises ou d'agriculteurs qui produisent des déchets, et de l'autre côté, des gens qui ont besoin de ces déchets comme matière première, et notamment beaucoup pour les biogaz. Le seul problème, c'est que c'est compliqué quand vous cherchez des déchets de savoir qui en a, où, quand, à quel prix, etc. Et donc, cette plateforme en fait permet notamment à des gens comme Engie, Veolia ou d'autres d'identifier les déchets existants les plus proches de leur site de production, ce qui permet de les trouver plus facilement et en plus de réduire les temps de transport, parce que quand vous trouvez des déchets qui sont loin, ça coûte plus cher, ça consomme de l'essence pour les faire venir, etc. Donc la solution en fait qu'ils ont apportée, qui est au niveau européen, c'est cette plateforme qu'on surnomme le Tinder des déchets, qui est en fait le leader de la détection des déchets agricoles et industriels au niveau de toute l'Europe. Quand vous cherchez effectivement des déchets, vous notez vous mettez dans la plateforme ce que vous cherchez et ça vous permet de le trouver. Alors jusqu'à maintenant, ça se faisait beaucoup à la main, par téléphone. Enfin, il y a des gens dont c'est le métier de sourcer, de chercher ces déchets. Enfin, c'est incroyable. Il y a des boîtes avec des centaines de personnes qui font ça toute la journée. Donc, ils sont en train de révolutionner ce système-là, ils travaillent avec eux. Comment ils les repèrent? En fait, c'est beaucoup l'intelligence artificielle. Ils recoupent plus de 5000 sources de données, donc les sources officielles, les codes NAF, etc. Ils recoupent avec toutes les informations qu'il y a dans la presse, avec des robots qui vont repérer effectivement un tas de données. Et ça permet effectivement d'avoir une donnée assez fiable. Alors l'impact de tout ça? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils estiment ils ont permis de détecter, donc de valoriser plus d'1 million de tonnes de déchets par an. Ça fait que 3 ans qu'ils existent. C'est une petite boîte, ils sont 10. Ils font 500 000 € de chiffre d'affaires. Ils pensent être rentables l'année prochaine.